Bien bonjour, bienvenue à ce petit déjeuner sur un Java 8, migration et enjeux stratégiques en entreprise. Qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? On va d'abord commencer par un petit historique. Qu'est-ce qu'est Java? Dans quel contexte il est sorti? Quelles sont les aventures que Java a rencontrées? Après on verra pourquoi passer à Java 8. On verra également les nouvelles API de Java 8, qu'est-ce que Java 8 propose. On verra ensuite des préconisations de migration. Qu'est-ce qu'il faut faire avant de migrer? Comment migrer? Et on finira sur Java 9. Qu'est-ce que va proposer Java 9? Alors tout d'abord, qui suis-je? Donc, je m'appelle David Wurstesen. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, vous pouvez m'envoyer un mail. Je suis consultant pour SWAT, notamment dans le pôle d'experts Java. Ce qui veut dire que j'accompagne les clients, je peux faire de l'audit, du conseil. Je délivre aussi des formations sur différents sujets, que ça soit du NoSQL, du test, etc. Donc comme j'ai dit, je travaille pour SWAT. Donc SWAT, qu'est-ce que c'est? Donc on est une entreprise de services informatiques et de conseil. On a environ 20% de croissance par an et on est également 300 consultants, ce qui veut dire qu'on peut travailler sur beaucoup de projets. On est capable de fournir carrément des équipes pour travailler sur vos projets. On peut vous accompagner du début jusqu'à la fin d'un projet. On est sur différents domaines, que ça soit l'agilité, on a des compétences Microsoft sur tous les outils Microsoft, le langage Microsoft, C Sharp, etc. Évidemment, on a également une partie plus Java. Donc là, on va travailler vraiment dans l'écosystème Java. Et on a aussi des domaines un peu plus transverses, comme tout ce qui touche au web ou encore à la mobilité. Donc on travaille sur différents domaines d'intervention. Comme vous pouvez le deviner, on fait du développement, on fait de l'audit, du conseil et on a aussi, on délivre également des formations. Donc passons maintenant à l'historique de Java. Donc dans les années 90, il y a C, C++ et COBOL qui sont sur le marché. Euh, COBOL, c'est bien, les développeurs adorent pour faire les applications de gestion, mais ils commencent à être un petit peu en perte de vitesse. C'est surtout C et C++ qui ont le vent en poupe. Et c'est dans ce contexte-là que Java sort. Java propose en fait une syntaxe effectivement moins riche, moins complexe que C++, son concurrent principal, mais donc de facto plus simple à utiliser. C++, pour, pour rappel, on va gérer nous-mêmes la mémoire. On va gérer des pointeurs, on peut faire des calculs sur les pointeurs, etc. Ce qui peut être un petit peu plus complexe, et en plus, on va avoir des fuites mémoire. On peut cracher l'application parce qu'on va essayer d'écrire au mauvais endroit. Bref, on peut avoir plein de petits problèmes comme ça. Et tout ça avec Java, ben, ça disparaît. Tous ces problèmes disparaissent parce qu'on ne va pas gérer de pointeurs. On va gérer des références, bonjour, mais on ne va pas gérer toute cette problématique de pointeurs. Autre particularité, qui au début ne sera pas forcément un avantage, c'est que Java tourne sur une machine virtuelle. Et en plus, on va pas utiliser, on va pas écrire du code natif, on va pas compiler en code natif, mais on va compiler en bytecode. C'est ce bytecode qui sera exécuté par la machine virtuelle. Donc au début, effectivement, c'est un problème parce que la machine virtuelle est plus lente que compiler en code natif. Heureusement, Sun, le concepteur, la société derrière Java, va améliorer sa machine virtuelle et va réussir à optimiser le code via sa machine virtuelle. La machine virtuelle va être capable d'analyser l'exécution de votre code, de recompiler le code si nécessaire pour faire en sorte que ce soit plus optimal, et en plus va compiler ce bytecode en code natif. Ce qui fait qu'au final, Java est au moins tout aussi rapide que C++, voire dans certains cas plus rapide que le C++. Malheureusement, en 2009, c'est l'éclatement de la bulle Internet. Donc Java perce pour les développeurs, parce que c'est très simple à utiliser, il y a le côté de machine virtuelle, etc. Malheureusement, donc Sun a des problèmes financiers et se fait acheter par Oracle. Alors pourquoi c'est un problème? Parce que ça retarde la sortie de Java 7. La philosophie de Sun Microsystems,
C'était de dire, bah voilà, tous les 2 ans, on va sortir une nouvelle version de Java. Et ils vont avoir un rythme de version majeure, version mineure, version majeure, version mineure. Java 5 est une version majeure. Pourquoi c'est une version majeure? Parce qu'on va introduire les génériques. Ça a demandé beaucoup de modifications sur la plateforme, sur le langage, etc. Et Java 6, quant à lui, va pas apporter de grosses modifications, mais va par exemple améliorer les performances de la machine virtuelle. Ok. Donc fatalement, on s'attend à ce que Java 7, ça soit une version majeure. Typiquement, ce qui est attendu, c'est le support des lambda. Du coup, comme Oracle rachète Sun, à un moment, il y a une période de flottement. Qu'est-ce qui va se passer pour Java? Les gens commencent à douter. En plus, Sun Microsystem n'a pas le même écho, n'a pas la même aura que Oracle dans la communauté open source. Donc Oracle est attendu au tournant. Typiquement, les gens ont un petit peu peur. Mais quand même, Oracle s'en remet au travail et fait un choix de dire, ok, on a du retard sur Java 7, on attend le support des lambda. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir une version tout de suite, sans le support des lambda, mais au moins on va être capable de délivrer une version. On va essayer de rassurer les gens à propos de l'écosystème Java. Donc il y a quand même 3 ans de retard, pas le support des lambda, et en plus, quand Java 7 sort, on se rend compte qu'il y a des problèmes. Typiquement, Apache Lucene, un moteur de recherche, ne marche pas avec Java 7. Donc ils ont été obligés de corriger ça. En plus, il y a des failles de sécurité qui sont détectées sur Java 7. Alors ça ne nous impacte pas forcément, c'est surtout par exemple sur les applets. Technologie on utilise de moins en moins. Mais toujours est-il que la presse informatique s'en fait l'écho et ça devient le drame. Attention, Java 7 n'est pas sécurisé. Oracle du coup va essayer de corriger ce problème et va passer du temps à corriger Java 7. Mais entre-temps, il annonce quand même que Java 8 va sortir prochainement. Malheureusement, comme je vous le disais, Oracle va passer du temps à corriger les bugs sur Java 7, ce qui va retarder de facto la sortie de Java 8. On se retrouve en fait avec un petit trou d'air, un appel d'air, et du coup des langages alternatifs vont en profiter pour se retrouver un petit peu plus sur le devant de la scène. Alors ne sont pas forcément des nouveaux langages, ça peut être très bien des langages qui existaient avant, mais qui, eux, proposent par exemple le support justement des fameuses lambda. Dans la liste, il y a par exemple le Scala. Scala, c'est un langage de programmation orienté très fonctionnel. Il y a des idées extrêmement intéressantes. Donc on a le support des lambda, il propose des classes immutables, c'est très fonctionnel, donc tout est fonction. Malheureusement, c'est complexe à utiliser. Enfin, personnellement, je trouve que c'est un petit peu complexe à utiliser, bien que très puissant. À côté, on a aussi Groovy, donc c'est un langage de script, et en plus, qui propose également le support des lambda, une programmation un petit peu plus fonctionnelle, pas autant que Scala. Donc ça aussi, c'est une alternative intéressante. Et j'aime bien, c'est aussi cité comme dernier langage Kotlin. Alors Kotlin, c'est un langage qui a été créé par la société JetBrains. C'est ceux qui éditent IntelliJ, donc c'est un éditeur pour écrire du code Java. Il y avait une problématique, c'est justement avoir de nouvelles fonctionnalités dans leur langage pour pouvoir de facto proposer également de nouvelles fonctionnalités dans la IDE. Être capable de développer plus rapidement des nouvelles fonctionnalités. Donc ils ont regardé les langages existants qui proposaient justement les lambda. Ils ont regardé Groovy. Groovy trouvait ça très intéressant, mais le côté script, ça allait rebuter un petit peu plus. Après ils ont regardé Scala. Scala, pareil, ça propose tout ce qu'ils veulent. Malheureusement, eux aussi ils trouvent le langage un petit peu trop complexe. Donc ils ont fait carrément leur langage. Donc Kotlin, qu'est-ce que c'est? C'est du Java au stéroïde ou du Scala simplifié. C'est à vous de voir. Mais on a le support des lambda, on peut faire des méthodes d'extension, on a des classes immutables, etc. Donc tout ça pour dire, voilà, on a un gap, il y a un trou qui s'est créé pendant le retard de Java 8, qui a été pris par certains langages. Donc Java 8 doit rattraper derrière son retard. Le 8 mars 2014, c'est bon, Java 8 sort. Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que Oracle a évité les déconvenus de Java 7. Cette version a été énormément testée. Pour cela, ils ont pris en fait le Maven repository, le Maven central, et ils ont passé toutes les dépendances sur Java 8. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça compile? Est-ce que ça tourne?
pareil, ils sont passés sur GitHub. Est-ce qu'on arrive à compiler? Est-ce que ça tourne, etc. Bref, on se retrouve avec une version de Java 8 avec des nouvelles fonctionnalités importantes et en plus fortement testées. Donc il y a une confiance dans cette version qui n'était pas sur la version de Java 7, mais qu'on retrouve ici. Pourquoi passer à Java 8? Alors déjà, il y a une première raison très simple. C'est la fin, du support de Java 7 par Oracle, qui était en avril 2015. Donc c'est-à-dire que si vous êtes sur Java 5, vous n'avez plus de support. Si vous êtes sur Java 6, vous n'avez plus de support. Sur Java 7, vous n'avez plus de support. Pour avoir du support, il faut passer client Oracle. Je pense que la licence est très chère. Le coût de migration, je pense, est moins important. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est un de nos consultants a regardé Java 8, a fait des tests de performance avec les lambdas, sans les lambdas, sur une VM Java 7, sur une VM Java 8. La conclusion, et vous pourrez le retrouver sur notre blog, c'est sans rien faire, si vous faites tourner votre application sur la VM sur Java 8, vous avez 4% de perf en plus. Donc ça, je pense que c'est un point intéressant. Autre point, donc c'est les nouveautés, c'est les lambdas. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec des lambdas? On verra ça un petit peu plus tard. Pourquoi passer à Java 8? C'est aussi les nouvelles API. Donc on va avoir les streams, les nouvelles API de date et de temps, les optionals. Qu'est-ce qu'un optional? Donc c'est une nouvelle API. Alors il y a d'autres API à côté, comme les completable futures, si on veut écrire du code asynchrone, et encore plein d'autres choses. Et le dernier point, et pour moi c'est peut-être l'un des plus importants, c'est que finalement les étudiants maintenant, ils sont formés à Java 8. Ça veut dire quoi? C'est si vous recherchez des personnes pour travailler sur votre projet, si c'est Java 8, vous avez plus de chances de trouver des gens pour venir travailler sur votre projet. Si vous êtes par exemple encore en Java 4 et vous demandez à un junior de venir travailler sur votre projet, ça va être compliqué. Je pense qu'il va surtout aller voir le concurrent qui, lui, est sur Java 8. Donc si vous voulez que vos projets soient pérennes, je vous conseille de passer à Java 8. Donc maintenant, on va passer aux nouvelles API Java 8. Donc on a les lambda expression. Alors qu'est-ce que une lambda expression? On va prendre un code très simple. On a une liste de chaînes, de caractères, avec 1, 2, 3. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher chaque élément de cette chaîne. Donc Java 8 propose une nouvelle méthode qui est forEach. Donc on va pouvoir itérer sur chaque élément. Et pour cela, il faut fournir une classe qui s'appelle newConsumer, qui a juste une méthode qui s'appelle accept. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que si on veut faire marcher ce code, on va avoir beaucoup de glues techniques. La première ligne, c'est newConsumer, pour dire ok, je veux créer une nouvelle instance de consumer. Après, il faut déclarer la méthode accept, il faut dire le paramètre. Donc c'est un ULT de type string, etc. Bref, on a beaucoup de code technique, mais qui fonctionnellement n'apporte rien. Avec une lambda, on va pouvoir simplifier le problème. Donc ce qui nous intéresse finalement, c'est le code fonctionnel, c'est ça qui nous intéresse. Le reste, c'est juste pour faire plaisir à Java. Donc avec les lambda, on va pouvoir simplifier un petit peu le problème. On va prendre juste la partie, le code fonctionnel qui nous intéresse, juste la valeur ajoutée, et on va utiliser une autre syntaxe. On va dire, ok, cette fonction prend un paramètre, donc ELT, et qu'est-ce que je vais faire avec ce paramètre? Je vais l'afficher dans la sortie standard. Okay. Donc les lambda, c'est juste ça. C'est juste ça, mais en même temps, on peut avoir de nouveaux patterns de programmation avec, qui va fortement nous simplifier la vie. Alors justement, les nouveaux patterns. On va prendre un cas, c'est la gestion des ressources. Par exemple, vous faites des requêtes SQL à votre base de données. Derrière, il faut penser à fermer les ressources. Alors il faut vérifier que c'est bien exécuté, et généralement c'est ce qu'on met dans le code finally. Donc là, c'est pas une appel à une base de données SQL, mais c'est juste une ressource. Donc ça, c'est le code qu'on doit faire traditionnellement. Donc on crée une ressource, on manipule la ressource, s'il y a une exception, on met une erreur, quoi que ce soit. Et on a toujours le bloc finally qui dit, si j'ai une ressource, je veux pouvoir fermer la ressource, et si j'y arrive pas, je gère l'erreur. Et typiquement, ce bout de code, on va le retrouver partout là où on va gérer les ressources. Donc faut pas l'oublier. Donc ça déjà, c'est pas facile, et en plus ça va être dupliqué un petit peu partout. Cette complexité, en fait, on est vraiment en train de la répandre un petit peu partout. Justement, ça c'est un problème que Java 7 a essayé d'adresser. Ils ont rajouté la syntaxe try with resource, qui dit voilà,
Là, je veux créer une nouvelle ressource. En dessous, tu vas pouvoir faire ton travail et en fait, ça va fermer automatiquement la ressource. C'est elle qui va gérer notre complexité. Ça, c'est bien, on va simplifier un petit peu le problème. Sauf que ça marche très bien uniquement si votre ressource implémente auto-closable. Si vous utilisez une ressource qui n'implémente pas auto-closable, vous ne pouvez pas utiliser le travail de ressource. Ce qui fait que la réduction de code, ben, elle n'est pas pour vous. Donc, maintenant, est-ce qu'on peut faire autrement avec les lambda? Est-ce qu'on peut quand même se simplifier le problème? Alors, pour l'exemple, on va prendre une fonction, enfin une méthode, et qui va reprendre exactement le même code qu'avant, avant Java 7. Donc effectivement, on a toujours la complexité, on a toujours la gestion de la ressource qui est close, etc. Sauf que sur cette méthode, on va passer une expression lambda. Donc, on a toujours la fermeture de la ressource. Et en plus, donc l'expression lambda, on va l'utiliser ici. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est que cette expression lambda, elle va représenter le travail qu'on va faire plus tard. Donc là, ce code-là, ce n'est vraiment que de la gestion de fermeture de ressources. Mais ce qu'on va faire avec leurs ressources, on va le déléguer à la lambda. Donc c'est du code qu'on va pouvoir fournir plus tard. Ce qui fait que, effectivement, au premier abord, on se dit, mais on n'a rien changé, quoi. C'est tout aussi complexe qu'avant. Sauf que maintenant, le développeur, en fait, il va pas réécrire ce code-là. Il va plutôt utiliser la méthode directement. Et à l'utilisation, ça va être beaucoup plus simple. On va pas écrire try, fais ça, finally, ferme les ressources. On va juste dire, ok, je veux effectuer du code, je vais exécuter du code avec ma ressource. Donc je vais appeler la méthode do with resource. Et dedans, je vais mettre le code qui va utiliser la ressource. Mais tout ce qui est fermeture de la ressource sera délégué à la méthode. Donc l'idée c'est ça, c'est via le système de lambda, fournir du code qui sera exécuté plus tard, dans un autre contexte. Autre exemple, c'est du code qu'on fait souvent, enfin dans certains projets. On a une map, on rajoute des éléments dedans, mais on aimerait bien les rajouter uniquement si ils ne sont pas déjà dans la map. Ou sinon on récupère un élément et le modifier. Le code classique, c'est voilà, on crée une nouvelle map. Et après, on a le fameux code, ok, alors si la map ne contient pas la clé, alors je rajoute un élément avec une nouvelle clé. Ça c'est bien, sauf que bah, déjà c'est encore du code un petit peu fastidieux, faut toujours mettre le if, faut pas l'oublier. En plus ça ne gère pas les problèmes de concurrence. Qu'est-ce qui se passe si entre le map contents et le map put j'ai un élément qui a été rajouté, etc. Donc ce code simple déjà peut être plus ou moins buggé et en plus on va être obligé de le réécrire plusieurs fois. C'est pas, voilà, c'est encore beaucoup de code technique finalement pour pas faire grand chose. Avec les lambda et aussi une nouvelle méthode sur map, on va pouvoir appeler la méthode compute if absent et lui fournir une lambda. Cette lambda, c'est elle qui va générer la nouvelle valeur si la clé n'est pas absente. Ok. Tout de suite, les problèmes de concurrence, on n'a plus besoin de les gérer. C'est la map qui va gérer tout ça. Et déjà, la méthode rien que le nom de la méthode est suffisamment clair pour comprendre que si la clé n'existe pas, elle sera générée automatiquement. Et c'est nous qui fournissons comment générer cette nouvelle valeur. La lambda prend la clé en paramètre, ce qui fait que oui, à partir de la clé, je vais pouvoir créer la valeur spécifique à cette nouvelle clé. Ok. Donc les lambda, c'est pas que pour faire le nouveau pattern, c'est typiquement ce qui va être fortement utilisé sur les streams. Les streams, c'est une nouvelle API rajoutée sur les collections. Là, généralement, ce qui est présenté pour les streams, c'est toujours un petit peu le même exemple. C'est, on a une liste de couleurs, bah, j'aimerais bien avoir uniquement les couleurs rouges. Donc on crée un nouveau stream, on le filtre sur la couleur et après on agrège tout ce qui a été filtré, on obtient notre nouvelle liste qui ne contient que la chaîne de caractères, donc ici red. C'est bien, mais en fait je pense que c'est réduire les streams à quelque chose de trop simpliste. On voit pas trop l'avantage finalement des streams. Un des avantages pour ça, pour l'illustrer, c'est la répartition du code. Ça c'est le côté plutôt impératif. Comment on écrirait une boucle pour récolter une liste d'affichés contenant démarrant par le mot error. Et là, c'est le côté un petit peu fonctionnel, ce qu'on ferait avec des streams. Donc, faut bien voir par rapport aux couleurs l'intention.
Donc on voit que par exemple la gestion du fichier, c'est un petit peu tout ce qui est en rouge. C'est un petit peu réparti partout. On en a ici, on en a dans le boucle while, alors que là, ça ne tient que sur une ligne. Donc c'est clair, la gestion du fichier, elle est là, elle est uniquement là. De même, l'agrégation des résultats, il faut créer une liste, il faut rajouter les résultats dans une liste. Ça se retrouve à deux endroits différents. Avec une approche fonctionnelle, ce n'est qu'à un seul endroit. C'est là où on collecte le résultat. Et ainsi de suite. L'idée, c'est de dire, bah, finalement, avec le côté stream, on va pouvoir programmer étape par étape ce qu'on veut faire avec le stream. Et on va pas avoir les boucles où on va avoir du code technique un petit peu partout qui s'entremêle avec du code un petit peu plus fonctionnel. Ok. Alors, pour mieux visualiser tout ça, on va prendre un exemple, c'est on va prendre un registry. Un registry en fait contient une liste de groupes et chaque groupe contient une liste d'utilisateurs. Ok. Donc ça c'est notre modèle de données. Comment filtrer les utilisateurs par âge? Alors, généralement, qu'est-ce qu'on fait? C'est on a notre registre, on va créer notre liste user, et ensuite on va parcourir les groupes, on va récupérer tous les groupes du registry. Pour chaque groupe, on va récupérer tous les utilisateurs, et ensuite on va faire notre filtre. Ok, donc si l'utilisateur a un âge supérieur à 18, on va rajouter dans notre liste de résultats. Une fois après tous les forts, on va pouvoir avoir cette liste d'utilisateurs et pouvoir les manipuler si on veut. Maintenant, on va passer avec le stream. Donc déjà, on va prendre notre registry, enfin on va prendre les groupes du registry et on va le transformer en stream. Pour cela, on va appeler la méthode stream. À partir de ce flux, donc ce stream, on va appeler la méthode flapmap. Flapmap, grosso modo, qu'est-ce que ça dit? C'est à partir d'un élément, je vais pouvoir émettre soit aucun, un ou plusieurs éléments. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va dire, bah, je prends un groupe, et pour ce groupe, bah, je vais émettre 0, 1 ou plusieurs utilisateurs. Okay. Donc on ne va pas se retrouver avec ensuite un stream de groupe, mais un stream d'utilisateurs. Donc on va avoir un stream de tous les utilisateurs de tous les groupes. Okay. Donc grosso modo, j'ai vraiment tous les utilisateurs du registry. Et ensuite, je vais pouvoir filtrer tous ces utilisateurs via une lambda, tout simplement. À la fin, je vais agréger tous les résultats. Donc je vais obtenir une liste avec tous les utilisateurs ayant un âge supérieur à 18 ans. Ok. Donc là, on peut toujours voir, par rapport au côté un petit peu plus impératif, c'est on a vraiment la partie on parcourt le registry, on parcourt les users, la partie filtre, la partie collecte de résultats. C'est pas mélangé, c'est vraiment des étapes très claires et très séparées entre elles. Donc ça c'est bien, mais maintenant on aimerait bien filtrer sur le nom d'un utilisateur. Si on veut filtrer sur le nom d'utilisateur, en impératif, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend le code de tous les forts, on copie et on colle. On change la ligne au milieu de l'imbriquage de tous les forts, de cette fameuse pyramide de forts. Il faut bien trouver le bon endroit. On change le filtre et hop, c'est bon, ça marche. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le stream? Alors, bah déjà, c'est un petit peu pareil. On a juste un endroit à changer, c'est notre filtre. Hop. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on finalement on va prendre ce code-là pour éviter de le répéter. On va le mettre dans une nouvelle méthode qu'on va appeler filter user. Sauf qu'en paramètre, bah, on va prendre le registre et le fameux filtre, qui sera donc une lambda. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'on va pouvoir dire, bah maintenant, je veux filtrer sur tous mes utilisateurs et le filtre, je le fournirai plus tard. Ok. Ce filtre qui est utilisé ici, ça peut être n'importe quoi. C'est juste que ça va filtrer un utilisateur. Donc ça va prendre en paramètre un utilisateur et on pourra filtrer sur la propriété que l'on veut de l'utilisateur, que ce soit son nom, son âge, le nom, son nom, qu'importe. Donc à l'utilisation, tout de suite, c'est beaucoup plus simple. On va pas copier-coller des forts dans tous les sens. C'est encore ici, on va appeler juste une méthode et on va fournir le code du filtre lors de l'appel de cette méthode. Ok. Donc ici, on va pouvoir avoir du code qui était avant très répétitif, mais là, on va pouvoir le simplifier et l'utiliser à plusieurs endroits. Tout ce qu'on va faire, c'est juste changer le filtre. C'est typiquement le genre de choses qu'on retrouve sur la bibliothèque, si vous la connaissez, Common Collections d'Apache,
On gère beaucoup de prédicats, mais c'est souvent des classes anonymes et on a encore le côté complexe, le côté glue technique. Maintenant, essayer de réutiliser ça avec les lambdas, ça va être beaucoup, 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 beaucoup plus simple. Et les streams, finalement, ils embarquent euh, plus ou moins les fonctionnalités, ce type de fonctionnalités. On va pouvoir filtrer, gérer les collections, etc. Alors attention, parce que ce code, pour l'écrire, c'est simple quand on connaît les API stream de Java 8. Mais il est possible aussi de faire du code de spaghetti avec le stream Java 8. Typiquement, ce code fait exactement la même chose. Sauf que je le trouve plus complexe à lire. Donc on parcourt donc les groupes, ça y a pas de problème. Mais après, on comprend pas trop, il parcourt les utilisateurs, il filtre directement et il collecte. En fait, on a rajouté de la complexité parce que c'est une méconnaissance des streams Java 8. Et du coup, on perd un petit peu l'intérêt du côté programmation fonctionnelle qu'on avait grâce à Lambda. Donc, il faut faire attention. Ok. Pour moi, c'est un point important de ce type de choses parce que c'est le genre de code que j'ai déjà rencontré. C'est quand on ne maîtrise pas bien les streams, finalement, à la place de fournir du code plus simple, fournir du code un petit peu plus compliqué, qui n'est pas forcément facile à lire. Autre point avec les streams, c'est par exemple, on veut paralléliser l'exécution. Avec nos boucles for, qui utilisent donc le pattern itérateur, c'est très compliqué. Alors qu'avec les streams, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Pourquoi c'est beaucoup plus simple? C'est que à ce moment-là, on crée un stream de groupe. Voilà. Avec Java 8, pour paralléliser tous ces groupes, il suffit de passer la méthode stream et d'utiliser la méthode parallèle. Tout de suite, maintenant, le stream va plus être séquentiel, mais vraiment parallélisé sur un processeur, etc. Alors attention, ce n'est pas quelque chose à utiliser systématiquement. Utiliser parallèle peut vous faire perdre des performances si c'est utilisé sur trop peu d'éléments. Ok, faut savoir quand utiliser parallèle. Mais toujours est-il que si vous avez une problématique de parallélisation, c'est très simple de paralléliser vos flux. Ok. Donc on a vu les différentes API fournies par Stream, on a vu des nouveaux patterns, mais on a vu également que on peut faire des erreurs avec les streams si c'est mal utilisé. On a vu également parallèle, mais si c'est mal utilisé, pareil, ça peut ralentir votre exécution. Là où je veux en venir, c'est qu'il ne faut pas hésiter de faire accompagner ses équipes pour apprendre à utiliser Java 8. L'idée, c'est vraiment d'éviter ce type d'erreur. Sinon, vous ne verrez pas la valeur ajoutée par Java 8. Vous pourrez louper des nouvelles fonctionnalités de Java 8 qui seraient très importantes. Par exemple, si une équipe voit sur Internet Java 8, c'est tous les lambda, les streams, vous allez peut-être, par exemple, oublier de regarder les nouvelles API dates. Les nouvelles API dates, si vous gérez des dates tout le temps, c'est extrêmement intéressant. Autre API de Java 8, c'est les optionals. Alors les optionals au début, c'est toujours un petit peu complexe à comprendre l'intérêt. Mais finalement, c'est quelque chose de très puissant et très simple. Un des problèmes qu'on doit gérer constamment avec Java, c'est les null pointer exception. Ah, dommage, mon objet est nul, j'appelle une méthode dessus, mon programme crash dans une null pointer exception. Donc c'est typiquement cet exemple ici, là. On a un remote user, bah, pas de chance, il est nul. On essaye d'afficher le nom de cet utilisateur dans la sortie standard, mais comme il est nul, lors de l'appel de la méthode getName, on va générer une null pointer exception, notre programme va lancer une exception, et après, selon comment elle est gérée, soit le programme continue, soit il s'arrête, mais toujours est-il que c'est un problème qu'on a à gérer. C'est là où interviennent les optionals. Donc, n'oublions pas, remote user est nul, mais on va créer une optional à partir de ce remote user. Donc, comme c'est un utilisateur, on va créer un optional de user. Okay. Et optional, en fait, va nous proposer des méthodes. Par exemple, user if present. Et en fait, le code de la lambda, dans le if present, ne sera exécuté uniquement que si le user n'est pas nul. Ce qui fait que ici, je suis garanti que l'utilisateur n'est pas nul. Donc je suis garanti qu'il n'y aura jamais de NPE ici. Ok. Alors c'est bien, sauf que malheureusement,
Si le nom est nul, bah, dans ma sortie standard, je vais écrire username de point nul. C'est pas très intéressant. Est-ce qu'on peut pas aller encore plus loin? Mais justement, c'est que optional, techniquement ce n'est pas vrai, mais on peut le voir quand même de cette manière-là. C'est un stream d'aucun élément ou d'un élément. Ok. Mais ça veut dire qu'on a possiblement les mêmes méthodes, pas toutes, mais quelques méthodes un petit peu comme les streams. Par exemple, le flapmap. Donc j'avais un utilisateur, un optional d'utilisateur, et à partir de cet utilisateur-là, je vais pouvoir dire, bah maintenant j'aimerais bien avoir un optional de string qui sera le nom de l'utilisateur. Ce qui fait qu'avec ma nouvelle lambda, je dis, bah là, maintenant je veux créer un nouvel optional avec le nom, et le if présente. Le if présente n'exécutera le code de la lambda uniquement que si le nom n'est pas nul. Ce qui fait que je vais pouvoir afficher le nom de l'utilisateur uniquement si l'utilisateur a un nom. Et uniquement si en plus il y a un utilisateur. Donc ça c'est l'apport des fonctions, des optionals, c'est vraiment ça, c'est pouvoir exécuter du code dans un contexte sécurisé, on est garanti qu'on a un utilisateur. Si on reprend l'exemple avec du code un petit peu plus impératif, on aurait ça, c'est ok, if user différent nul, et si le nom est pas nul, alors je peux afficher le nom. Et ça, c'est encore c'est un exemple simple. On parle juste d'un utilisateur et d'un nom. Imaginons un registry qui a peut-être des groupes ou peut-être pas de groupes, qui ont des utilisateurs ou peut-être pas d'utilisateurs, qui ont peut-être des propriétés ou pas de propriétés. On aurait une cascade de if. Alors qu'avec les optionals, pareil, on va pouvoir les enchaîner ligne par ligne. Donc l'idée, c'est finalement en code impératif, on va avoir une pyramide de if. C'est pour ça qu'on a des écrans 16 neuvième, hein, c'est vraiment pour aller au fond de la pyramide de if, alors qu'avec les optionals ou les streams, on va plutôt regarder ligne après ligne. Ok. L'autre point très intéressant, donc on a vu que l'optional c'est pour exécuter du code un petit peu dans un contexte plus ou moins sécurisé, c'est on va pouvoir dire qu'il y a des champs qui peuvent ne pas être présents. Par exemple, sur un utilisateur peut ne pas avoir de date de naissance. Et pour cela, je vais utiliser un optional. Je vais dire le retour de ma méthode getBirthDate, c'est un optional. Donc possiblement, je peux avoir une date de naissance, comme je peux ne pas avoir de date de naissance. Donc maintenant, on a l'intention qui est derrière le code. On sait les champs qui sont présents et ceux qui peuvent ne pas être présents. Alors qu'avant, quand on utilisait un objet, bah, on ne sait pas trop si ça peut être nul ou pas nul, et du coup, bah, directement, on met if différent de nul. Alors que possiblement, ce sera jamais nul. Mais comme on ne sait pas, comme on ne le sait pas, on n'a pas l'intention, sauf si quelqu'un a mis un commentaire, et encore, il faut que le commentaire soit juste, on ne saura jamais si l'objet peut vraiment être nul ou pas. L'optional, ça rajoute vraiment de l'intention. Si vous êtes garanti de savoir si oui ou non l'objet peut être présent ou pas présent. Et ça, c'est super important. Un développeur, si un autre développeur passe derrière, et voit qu'il y a un optional, il aura cette information-là. Ce qui n'est pas possible autrement. Autre API très intéressante, c'est l'API date avec Java 8. Donc pour moi c'est intéressant, bah, il suffit de voir un petit peu l'existant, qu'est-ce qui existe. Si on va sur Stack Overflow, on trouve plein de questions sur l'API date avant Java 8. Par exemple, là c'est quelqu'un qui essaie de manipuler un calendrier, un calendar, et fait mais le truc il est buggé, ou en fait il est pas buggé, c'est juste que la personne qui apporte une réponse explique un petit peu comment ça marche, mais surtout met en avant le vrai problème. C'est que pour les mois, bah en fait, pas de chance, le premier mois, 1, c'est pas janvier, ça c'est février. Les index qui commencent à 0. Donc tout le monde se fait au moins avoir une fois. L'API date actuelle est un petit peu, enfin pour moi elle est un peu compliquée, on gère pas tout et c'est facile de se faire avoir. C'est facile de se faire taper sur les doigts après. Donc l'API date propose plusieurs classes, donc je les ai pas toutes mises, hein, mais on peut manipuler des local date, des local time, des local date time, des zoned date time. Alors quelle est la différence entre toutes ces classes? On va pas tout voir, mais on va typiquement prendre juste local date. Local date, tout de suite, ça va être beaucoup plus simple, c'est qu'on va pouvoir manipuler vraiment la date pour dire je veux aller en avant, je veux aller en arrière. Je veux rajouter des jours, je veux en enlever. Mais surtout, le point intéressant, c'est là, c'est écrit local date. Donc ça veut dire déjà, ça va être une date locale. On va pas avoir à gérer les fuseaux horaires. Mais comme c'est une local date, ça veut dire qu'on va gérer
que la date, on ne va pas gérer les heures, on va pas avoir de méthode pour gérer le temps. Donc si on veut comparer de dates, on va pas avoir à gérer les heures dans la méthode pour comparer. Donc ça déjà c'est un point que je trouve très intéressant. Et aussi le fait que ça soit une date locale et pas une date absolue. Pareil, on va aussi avoir local date time. Comme son nom l'indique, cette fois on va gérer la date et le temps. Et tout de suite l'API va nous proposer des méthodes en plus. Bah, on va pouvoir gérer les minutes, les secondes, les heures, etc. Ce qu'on n'avait pas avant. Donc là ici on va pouvoir mettre de l'intention dans le code. On va dire bah ça c'est une date, et ça c'est juste un temps, et ça c'est une date et un temps. Ok? Alors qu'avant, on ne pouvait pas forcément avoir cette différenciation. Il fallait être très clair sur le modèle de données, etc. Il fallait vraiment que l'équipe soit consciencieuse sur l'utilisation de ce type d'objet. Alors peut-être que vous retrouvez que ça ressemble énormément à une bibliothèque qui est actuelle, qui est JodaTime. JodaTime, pareil, on utilise des local datetime, etc. C'est normal que ça ressemble parce qu'en fait, JodaTime résout tellement de problèmes de temps que ça a été pris comme référence pour développer l'API Time de Java 8, et en plus c'est le même auteur. Donc c'est pas une nouvelle API qui n'a jamais été testée, c'est vraiment quelque chose qui a été éprouvé sur le terrain. Euh, le mec s'y connaît, parce qu'il a utilisé JodaTime. JodaTime c'est typiquement le genre de choses qu'on utilise quand on veut pas manipuler les dates du JDK. Donc si vous passez à Java 8, vous êtes garanti de pouvoir manipuler une API puissante pour la gestion des dates et des heures. Autre point intéressant avec Java 8, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est l'Internet of Things. Donc on parle beaucoup des Raspberry, etc. Il faut savoir que Java 8 existe en version ARM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle peut tourner sur le processeur d'un Raspberry. Ça veut dire que si vous faites un programme en Java, vous allez pouvoir le déployer sur un Raspberry. Alors effectivement, ce sera moins puissant qu'un serveur. Donc un Raspberry, qu'est-ce que c'est? C'est un ordinateur miniature qui consomme peu de puissance, qui a un petit peu de RAM, un petit peu de processeur, qui est en ARM. Moi personnellement, je m'en suis servi. J'ai réussi à déployer un serveur web sur un Raspberry. Donc ça c'est très intéressant si vous voulez déployer des micro-ordinateurs un petit peu partout. Typiquement, il y a des personnes s'en servent dans des conférences pour les brancher sur des écrans et afficher le programme de la conférence, afficher un petit peu ce qui se passe sur Internet à propos de la conférence. Donc vous pouvez vraiment déployer du Java un petit peu partout grâce au Raspberry. Donc là j'ai parlé surtout des API majeures, donc le temps, les streams, les lambda, etc. Mais Java 8 c'est pas que ça, donc on va pas tout voir parce qu'on n'est pas là que pour les nouvelles API. Mais il faut savoir que donc dans Java 8 on a Completable Future en plus pour écrire du code asynchrone. On a la capacité de répéter des annotations. Avant typiquement on ne pouvait mettre qu'une seule annotation d'un type sur une méthode. Maintenant on va pouvoir mettre plusieurs fois la même annotation. On a l'outil JDEPS qui permet de savoir euh, comment, à quel niveau de dépendance on a par rapport au JDK, gérer les dépendances, etc. Cet outil, c'est surtout pour prévoir le futur pour Java 9. On verra plus tard pourquoi. On a une autre méthode, par exemple sur Arrays. Maintenant, on peut faire trier en parallèle. Et aussi, on a une option en plus sur la JVM. Donc c'est vraiment pour des cas un peu plus avancés. Mais je trouve intéressant d'en parler parce que c'est typiquement grâce à cette nouvelle fonctionnalité que Netflix arrive à générer des graphes en flammes sur ces VM. C'est pour faire un plus loin du benchmark. Enfin, c'est pas vraiment du benchmark, mais c'est pour analyser ces machines virtuelles et savoir où est-ce que ces applications passent du temps. Donc juste avec ces graphes, ils savent que voilà, leur application passe beaucoup de temps ici. Et ça, il est possible de générer ces graphes grâce à cette nouvelle option. Donc maintenant c'est bien, on aimerait bien savoir comment on va migrer vers Java 8. On a notre application qui est en Java 5, Java 6, Java 7, whatever. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors d'abord c'est analyser l'existant. Alors c'est pas que le code, c'est pas que analyser le code, c'est aussi voir nos outils. Est-ce que nos outils vont être compatibles Java 8? Typiquement votre éditeur de code. IntelliJ supporte très bien Java 8. Eclipse supporte très bien aussi Java 8 à quelques défauts. C'est Eclipse qui a été, je crois, le plus en retard sur le support Java 8. NetBeans supporte très bien aussi Java 8 parce que c'est derrière de mémoire c'est Oracle. Donc vérifiez vos outils. Vérifiez aussi votre équipe.
Est-ce que Java 8, c'est quoi pour Java 8? C'est juste le set qui passe à 8 ou est-ce que c'est aussi des nouvelles API à utiliser? Est-ce qu'ils vont réussir à correctement utiliser les API, etc. Ok. Un point, c'est qui est pas très compliqué et je pense pas très long, c'est étudier le guide de compatibilité d'Oracle. Alors, tout n'est pas intéressant dedans, parce qu'il y a des options très avancées que vous n'utiliserez pas forcément. Mais dans la liste, par exemple, on a un comportement sur le big decimal. Donc, big decimal, c'est pour traiter des nombres et bien gérer la virgule avec. Ce qui est indiqué dans le guide de compatibilité, c'est que typiquement la méthode strip trailing 0 a changé de comportement. Donc en Java 7, typiquement ce code n'est pas equals. Le big decimal avec strip trailing 0 et big decimal 0 ne sont pas equals. Par contre, à partir de Java 8, strip trailing 0, dans ce cas-là, si vous faites 0.00, va retourner la constante big decimal 0, du coup ce sera equals. Alors ça peut faire un peu peur, mais si vous avez ça dans votre code, malheureusement vous avez déjà un bug. Parce qu'il ne faut pas utiliser equals pour comparer deux big decimals. Ok. Mais il faut quand même, c'est un point important parce que typiquement c'est un problème que j'ai rencontré dans une application. C'était une mauvaise justement utilisation du big decimal. Un point qui est pas trop compliqué à mettre en place, qui n'est pas très coûteux pour passer à Java 8, pour passer votre application sur Java 8, c'est d'utiliser une chaîne d'intégration continue. Bah, l'idée c'est qu'elle soit capable de compiler tout simplement votre application en Java 8. Alors pour obtenir ce résultat, déjà bah, il faut migrer cette chaîne d'intégration continue vers Java 8. Il faut qu'elle soit capable de compiler votre application en Java 8. Non, c'est pas très compliqué. Typiquement avec Jenkins, il est très simple de dire bah, ce job-là, je veux qu'il compile en Java 7 et ce code-là, je veux qu'il compile, ce job-là, je veux qu'il compile en Java 8. Après, on va compiler notre application en Java 8. Est-ce que ça compile? Alors normalement ça compile, mais des fois sur des projets un peu anciens, on peut avoir effectivement des problèmes sur une API qui a été enlevée, qui ne marche plus de la même manière, etc. Du coup, ça peut ne pas compiler, mais c'est des exemples un peu plus rares. Et après, on va lancer les tests automatiques. Alors, ce qui est intéressant avec les tests automatiques, c'est justement exécuter un petit peu votre code comme s'il était en production. Donc, vous allez déjà vérifier le comportement de votre application très rapidement en lançant les tests automatiques. Donc, si vous n'avez pas de tests automatiques, c'est le bon moment de vous y mettre aussi. Donc là, c'est bien. Maintenant, on a compilé l'application, on voit que ça marche ou que ça ne marche pas. On va être plus ou moins capable de la lancer. Mais avant, il faut aussi penser à migrer l'environnement technique. Alors, comme je parlais des IDE, mais il y a aussi les frameworks. On a beaucoup de frameworks est-ce qu'ils sont utilisables avec Java 8 ou pas? Généralement, ils sont tous utilisables. Par contre, ils n'ont pas forcément les dernières API. Par exemple, tout ce qui est la gestion des dates. Si vous prenez Hibernate, les dernières versions, vous allez surtout manipuler des dates. Vous n'allez pas encore manipuler des datetime qui utilisent l'API Java 8. Ok. Il y a aussi votre serveur d'application. Est-ce que votre serveur d'application est compatible Java 8? Ok. La plupart le sont, mais certains ne le sont pas. Si vous êtes dessus, il faudra peut-être réfléchir à soit changer de serveur d'application, soit l'upgrader de version, etc. Former ses équipes. Vous utilisez Java 8, mais pas que la VM, c'est aussi les nouvelles API. Comment utiliser les nouvelles API? Quelles sont les API qui vont vous intéresser? On en a présenté quelques-unes ici, mais pas tout. Par exemple, les completable features. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser? Mais aussi, comment on utilise les completable features. Donc, faut pas hésiter à former ses équipes sur Java 8. Les développeurs, mais aussi les personnes qui mettent en production, les opérationnels. Normalement, passer de Java 7 à Java 8, c'est la même chose, mais il faut quand même vérifier. Parce qu'on a des nouvelles options, etc. Et après, bah, il faut mettre en production. Alors, mettre en production, ce n'est pas juste pousser l'applicatif, hein, c'est aussi voir comment il vit. Donc monitorer votre application pour voir s'il y a des choses qui changent. Ça peut être plus performant, mais vous pouvez très bien avoir tout subitement un goulot d'étranglement pour des raisons très spécifiques. Donc je vous ai présenté Java 8, son historique, un ensemble d'API, des API majeures. Mais qu'est-ce qui nous attend maintenant? Java 9, qu'est-ce qui nous attend avec Java 9? On va avoir plusieurs choses. On va avoir notamment Jigsaw.
Jigsaw, qu'est-ce que c'est? C'est pour pouvoir rendre modulaire la plateforme Java. C'est encore. Donc on va revenir sur l'Internet des objets. Avec Java 8, on peut faire tourner une application sur un Raspberry. Comme je vous ai dit, c'est un petit peu moins performant qu'un serveur, que sur un serveur. Pourquoi? Bah déjà, effectivement, il y a la machine qui est moins puissante, mais il y a aussi tout l'environnement à charger. Java, ça vient avec art.jar, qui contient beaucoup de classes. Votre serveur d'application, si vous le lancez sur un Raspberry, il peut aussi contenir beaucoup de classes. Mais est-ce que vous allez utiliser tout dans votre application? À mon avis, non. Et c'est ça qui est intéressant avec Jigsaw, c'est que vous allez pouvoir générer euh, une VM qui est spécifique à votre projet, qui ne va embarquer que ce que vous utilisez. Ce qui fait que quand ça va charger, bah, ça va recharger beaucoup moins de choses, donc ce sera beaucoup plus rapide sur un Raspberry. Après, est-ce que c'est que pour les Raspberry? Moi, je pense pas. Je pense que c'est aussi très intéressant pour les applications qu'on va écrire. Les serveurs d'application, on fait beaucoup de travail pour qu'ils soient plus rapides à se lancer. Sauf qu'ils se lancent généralement à la vide. Grâce à Jigsaw, on va pouvoir encore réduire ce temps et faire en sorte que les serveurs d'application démarrent plus vite, voire carrément vos applications. C'est très intéressant quand on commence à manipuler beaucoup de serveurs, si l'application crash, combien de temps elle met pour se relancer. Si c'est la minute, c'est peut-être un peu trop long. Là, on va pouvoir réduire le temps de démarrage. Et là, on va encore réduire, grâce à Java 9, encore plus le temps de démarrage. Et ça, pour moi, c'est très intéressant. Donc ça, c'est la partie majeure, mais d'autres choses viennent avec Java 9. Par exemple, le Java Util Flow, qui serait là pour utiliser toutes les notions de stream. Alors pas les streams Java 8, mais tout ce qui est stream réactif. Vous avez peut-être entendu parler des Reactive Stream, de avec Java, AKStream, etc. Et en fait, ça c'est juste une interface qui va permettre d'unifier toutes ces implémentations. Ce qui fait qu'on pourra passer d'une implémentation réactive à une autre en passant par cette interface. Toutes ces implémentations pourront communiquer entre elles. Java 9 devrait proposer aussi un client HTTP2 ou encore mettre par défaut l'algorithme J1 pour la gestion du garbage collector. Donc Java 9 va venir avec plein de choses. Sauf que les dernières annonces font qu'il y aura un retard sur Java 9. Alors apparemment ils disent un retard de 9 mois. Alors c'est bien pour les outils type Maven, Gradle, ils vont avoir le temps de passer à Java 9. Mais c'est aussi bien pour nous. Je considère qu'avec ce retard, maintenant c'est le moment idéal de passer à Java 8. Ça sert à rien de passer tout de suite à Java 9, il va y avoir du retard. Mais déjà, passer à Java 8 tout de suite, c'est utiliser de nouvelles API, gagner en performance et en plus avoir le temps d'appréhender tout ça avant de passer à Java 9. Ok. Tout ce qu'on a vu lors de cette présentation, c'est disponible dans notre livre blanc Java 8 Migration et enjeux stratégiques en entreprise, qui a été écrit par José Pomar. Ce livre blanc contient d'autres choses. Ce n'est pas uniquement comment dire, ce qu'on a vu dans ces présentations. Il y a d'autres choses, par exemple Java 8 et Cloud, et d'autres API sur Java 8, etc. Donc si vous le voulez, vous pouvez le télécharger via cette adresse et il sera normalement disponible juste après. Donc merci d'avoir assisté à cette présentation. Est-ce que vous avez des questions?